C'est vous qui Merci, commencez. je commence. Allez-y. Jean-Paul, je commence. Merci, Madame la Présidente. Si vous me l'autorisez, un petit préambule pour vous dire, pour vous remercier de nous avoir engagé une mission aussi passionnante avec mon collègue très empathique, Jean-Paul Lecoq, que j'ai longtemps appelé Jean-Pierre d'ailleurs, et nos collaborateurs qui ont été associés à cette mission, Lova et Simon. Et bien sûr, la synthèse finale, qui était faite de façon remarquable par notre administratrice Charlotte Sicard. Alors pour ce qui me concerne, je n'appréhendais le nucléaire qu'à travers mon métier de cardiologue, puisque au CHU de Clermont-Ferrand, je fais des tomoscintigraphies myocardiques, donc avec des isotopes radioactifs, pour apprécier la performance cardiaque et l'irrigation du cœur. Donc vous voyez que j'avais une notion extrêmement courte dans cette affaire. Ceci dit, ça m'a permis de découvrir quelque chose que je méconnaissais complètement, que nous méconnaissons d'une façon générale, car il faut dire que le nucléaire en France, le nucléaire militaire, a fait fort peu de débats, et qu'on en a peu parlé depuis que le général de Gaulle, et début de 4e République d'ailleurs, et le général de Gaulle nous a engagés dans cette voie de la dissuasion nucléaire. Mais nous avons vécu, et je tiens à le préciser dès le départ, des moments d'émotion très, très intenses, notamment lorsque nous avons été à l'île Longue, Jean-Paul, sur le sous-marin nucléaire Le Triomphant, où j'ai rencontré d'ailleurs le commandant qui est de Clermont-Ferrand. J'ai appris là qu'il était de Clermont-Ferrand, et depuis j'ai rencontré sa mère à Issoire, dans une de mes permanences, qui habite donc sur ma circonscription. On a découvert là quelque chose d'assez extraordinaire, je dois vous le dire, et le contre-amiral Lecoq, qui n'est pas a priori de la famille de Jean-Paul Lecoq, nous a indiqué que dans tous les interlocuteurs qu'il a, notamment des pays de l'OTAN, hein, Ambassadeur nous a cité la visite d'un amiral américain qui lui a confié qu'on avait là un bijou assez exceptionnel. Bien sûr, d'autres ont d'émotions, comme lorsque nous sommes allés au cœur de la commande des forces nucléaires à Balard, où pour pénétrer dans ce sas, nous avons franchi 2 ou 3 étapes importantes. Enfin, ça me paraît plus difficile d'y aller que dans la réserve d'or de la Banque de France. Et puis, bien sûr, à Saint-Dizier, la base des Rafales, il y a 52 Rafales, avec des pilotes très jeunes, qui ont entre 25 et 28 ans, qui sont partis d'ailleurs quelques semaines plus tard en mission en Syrie, vous le savez. Et puis d'autres visites extrêmement intéressantes, bien sûr, et notamment à Vienne, où là on a découvert le cœur du contrôle du nucléaire international, et puis à Genève, avec la conférence de désarmement. Notre rapport posera sans doute, Madame la Présidente, plus de questions que nous n'apporterons de réponses. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est dans quelque chose de très évolutif. Ce qui est vrai au T, les plus au T+1. Ainsi, nous avons commencé notre mission alors que la tension était maximale entre la Corée du Nord et les États-Unis. Et nous terminons cette mission, nous la terminons. Nous faisons rapport quasiment d'étape, car les choses évoluent constamment. On aurait pu y rester 6 mois, 1 an. Mais en l'occurrence, cette mission se termine au moment où il y a un rapprochement tout à fait imprévisible entre Trump et le président de la Corée du Nord. Voilà ce que je voulais préciser au départ, et vous l'avez compris, nous pourrions donc poursuivre cette mission très longtemps, mais il faut bien conclure et faire un rapport d'étape, ce que nous allons faire à travers le rapport qui vous a été d'ailleurs communiqué et sur lequel nous allons donc attendre votre questionnement. Si je retrouve la page 1, ça serait parfait. Attendez, ça va arriver. Très bien. Très bien. Tu as la 2, passe-moi la 2. Parfait. Vous voyez que nous travaillons en parfaite symbiose. Bien, mes chers collègues, nous avons le plaisir de vous présenter le fruit des 6 mois de travaux d'information de notre mission. La présidente a rappelé le contexte du lancement de cette mission, les 50 ans du TNP, la nucléarisation de la Corée du Nord, le retournement américain sur le nucléaire iranien. J'ajoute qu'en 2017 a été adopté à une très large majorité des États à l'ONU un traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, qui, pour la première fois, remet en question la légitimité même de la possession de ces armes par les puissances nucléaires.
Bref, il était plus que nécessaire de faire le point sur les enjeux liés à l'arme nucléaire dans le monde. La présidente l'a rappelé, nous avons rencontré de très nombreuses personnes, en particulier des ambassadeurs étrangers, mais aussi la société civile, des experts, des responsables gouvernementaux, des militaires. Je dois dire qu'au fur et à mesure de nos auditions et déplacements, nous avons pu mesurer toute la complexité de ce sujet pour la puissance nucléaire que nous sommes. En France, l'arme nucléaire est souvent perçue comme une garantie d'indépendance nationale et de sécurité existentielle, un facteur de puissance donnant à la France une réelle assise stratégique, une ambition nationale structurante tirant vers le haut notre outil de défense et notre base industrielle et technologique. Et pourtant, à l'échelle du monde, l'existence de l'arme nucléaire, c'est un privilège de quelques-uns, c'est la tentation permanente de la prolifération, c'est le spectre de la guerre nucléaire, de la destruction de l'humanité, si elle venait bien sûr à être utilisée. Pour défricher un peu ces enjeux, nous aborderons 3 grands sujets. D'abord, nous reviendrons sur ce qu'est le traité de non-prolifération signé en 1968 et sur son impact depuis 50 ans. Ensuite, nous ferons le point sur la situation de l'arme nucléaire dans le monde. Et enfin, nous exposerons nos questionnements sur nos pistes de réflexion pour l'avenir, sachant que mon collègue et moi avons tous deux estimé, au-delà de nos différences politiques, qu'il était urgent de se recentrer sur l'un des piliers du TNP, ce qui est celui du désarmement nucléaire. Le traité de non-prolifération, ou TNP comme on l'indique, est au cœur de notre mission d'information. Il est aussi au cœur de la gouvernance internationale de l'arme nucléaire depuis 50 ans. Il nous semble donc utile de revenir sur ce qu'est réellement ce traité. Pour cela, il faut se projeter en 1967. À cette époque, nous sommes en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'URSS ont la capacité mutuelle de se détruire grâce à leurs arsenaux nucléaires. La crise de Cuba en 1962 a d'ailleurs rappelé le risque réel d'une escalade nucléaire. 3 autres pays ont l'arme nucléaire. Le Royaume-Uni, qui avait contribué au projet Manhattan ayant donné naissance à l'arme américaine. La Chine, qui a fait son premier essai en 1964. Et la France, qui a fait de la possession de l'arme nucléaire un gage d'indépendance nationale à partir des années 50. Projet qui a abouti en 1960 sous le général de Gaulle, qui en a fait une priorité politique et budgétaire absolue. Il se trouve que ces 5 puissances nucléaires sont aussi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité à l'ONU, ce qui n'est pas sans poser des problèmes sur le plan des équilibres internationaux, nous le verrons par la suite. Que dit le TNP conclu en 1968 ? Que ces 5 puissances nucléaires dotées avant 1967 sont les seules à avoir le droit de procéder à la bombe atomique. Les autres s'engagent à ne jamais l'acquérir. Son objectif prioritaire est donc d'empêcher une prolifération nucléaire incontrôlée. Quel est l'intérêt des puissances non dotées à le ratifier ? Premièrement, la prolifération nucléaire met en danger toute l'humanité. Et deuxièmement, le traité prévoit des compensations pour les États qui renoncent à l'arme nucléaire. Il se voit garantir un accès facile aux applications pacifiques de l'atome, à condition de soumettre leurs installations à des contrôles de l'Agence internationale d'énergie atomique, l'AIEA, qui est basée, vous le savez, à Vienne. Et par ailleurs, en vertu de l'article 6 du TNP, les puissances nucléaires s'engagent à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. En somme, le TNP est un traité profondément inéquitable, censé satisfaire des exigences plus hautes de sécurité internationale. Mais cette inéquité a vocation à se résorber grâce à des mesures de désarmement nucléaire. 50 ans après, peut-on penser que ce traité a fonctionné ? On peut déjà observer qu'il est parvenu à rallier presque tout le monde. Sur les 192 États représentés à l'ONU, 188 sont membres du TNP et s'engagent donc, en dehors des 5 États dotés, à ne pas chercher à acquérir l'arme nucléaire. Les 4 États non membres du TNP sont aussi ceux qui ont développé l'arme nucléaire depuis 1968. L'Inde, le Pakistan, Israël. Je dois dire...
il en manque un, c'est sûr. Israël, officieusement, même si tout le monde le sait, et la Corée du Nord. C'est le 5e. Pour le reste, il y a eu plusieurs crises de prolifération qui ont pu être surmontées dans le cadre du TNP. L'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Irak et la Libye notamment. Est-ce que le TNP a progressé vers son objectif de désarmement nucléaire? Sur le plan quantitatif, incontestablement. Il y avait environ 70 000 ogives nucléaires dans le monde dans les années 80. Il en reste aujourd'hui environ 15 000. Cette réduction est essentiellement liée à la mise en œuvre de traités de désarmement bilatéraux entre les États-Unis et la Russie, qui détiennent l'écrasante majorité du stock d'armes mondial. Le Royaume-Uni et la France ont également réduit le nombre et la taille de leurs composantes nucléaires. Mais force est de constater que d'autres puissances, l'Inde, la Chine, le Pakistan, ont augmenté leurs arsenaux, que le stock d'armes mondial reste largement plus suffisant pour détruire la planète, et que les armes et vecteurs ont aujourd'hui de meilleures performances techniques, notamment en termes de pénétration et de précision. Et quand on considère les dynamiques actuelles, on n'a pas vraiment l'impression d'être dans un mouvement de désarmement nucléaire. Alors quel est l'état de lieu aujourd'hui? En effet, toutes les puissances nucléaires sont très attachées à leur arme atomique, facteur de puissance, élément. C'est toi là, excusez-moi. On est à la moitié du rapport, mais vous voyez, j'étais pris par ce que j'exposais. Donc, merci beaucoup, monsieur le député. Vous voulez dire que vous passez la parole maintenant à votre collègue Jean-Paul Lecoq. Jean-Paul Lecoq, c'est à vous. Merci Madame la Présidente, merci chers collègues, mais autant je partage la parole, autant je n'accepte pas qu'on me prenne la mienne. Hein, ça, c'est, Je te la laisse bien volontiers. Donc nous en étions à l'état des lieux dans le monde nucléaire. En effet, toutes les puissances nucléaires sont très attachées à leur arme atomique, facteur de puissance, selon elles, et élément présenté comme indispensable à leur sécurité. Et là commence l'ambivalence. Toutes se livrent à un effort considérable de modernisation de leur arsenal, même si c'est dans des proportions et selon des modalités variables selon les pays. Pour nous en rendre compte, faisons un rapide tour d'horizon des puissances nucléaires. La Russie. Elle possède environ 7000 têtes nucléaires, dont environ 4000 sont fonctionnelles. Et la moitié sont des armes tactiques, c'est-à-dire de courte portée, théoriquement employables sur le champ de bataille. La Russie conduit depuis 2010 un effort considérable de réinvestissement dans ses capacités nucléaires. Il s'agit d'une part de renouveler des capacités vieillissantes héritées de l'époque soviétique et d'autre part de développer des capacités de pointe pour maintenir la stabilité stratégique avec les États-Unis. Par ailleurs, la Russie a tendance à mettre en avant ses capacités nucléaires dans son face-à-face avec l'OTAN. C'est d'actualité. Hein. On est dans l'actualité tout le temps d'ailleurs avec ce rapport. Hein. Les États-Unis ont à peu près 7000 têtes nucléaires comme la Russie, mais beaucoup moins d'armes tactiques. Moins de 2000 de ces 7000 têtes nucléaires sont opérationnelles. Ils conduisent un effort extrêmement important de modernisation de leur arsenal nucléaire qui devrait les conduire à dépenser 400 milliards de dollars en 10 ans. Dans la revue de posture nucléaire publiée par l'administration Trump en février, l'objectif d'un monde sans armes nucléaires semble totalement abandonné. Et les Américains annoncent le développement d'une nouvelle capacité nucléaire tactique en réponse à la stratégie nucléaire russe. Le Royaume-Uni et la France sont tous deux engagés dans un mouvement de renouvellement et de modernisation de leurs composantes nucléaires. Il ne s'agit pas de développer de nouvelles capacités, mais d'améliorer les capacités existantes, officiellement pour maintenir la dissuasion face à des capacités adverses accrues. Cela s'apparente tout de même, selon moi, à une logique de course aux armements. La Chine a un arsenal nucléaire sans commune mesure avec celui des États-Unis, avec moins de 300 têtes nucléaires. Mais elle le modernise considérablement dans une optique de rattrapage technologique, et pas sur le nombre, avec les États-Unis. Elle est critiquée pour l'opacité qu'elle entretient sur son arsenal et sur la production de matières fissiles pour les armes. Opacité, c'est sans aucun doute le terme qui convient au sujet de l'arsenal nucléaire israélien. Je n'ai pas besoin de développer, vous avez pu le vivre à l'occasion d'une audition avec un général de l'armée israélienne. Vous avez entendu sa réponse. En fait, il n'y avait pas de réponse. Israël a choisi une posture d'ambiguïté nucléaire, consistant à ne pas nier ni affirmer qu'il possède la bombe. Il y a pourtant une unanimité pour considérer qu'Israël est une puissance nucléaire, sur laquelle nous n'avons donc que très peu d'informations,
puisqu'il est impossible d'évoquer ce sujet avec des responsables israéliens. Et enfin, s'il est bien une région du monde où leur sous-armement est une réalité, c'est l'Asie du Sud. L'Inde et le Pakistan développent de nouveaux systèmes d'armes en s'observant mutuellement, tandis que l'Inde a également une stratégie vis-à-vis de la Chine. Les experts parlent d'un équilibre instable dans cette région. Les doctrines nucléaires des deux pays semblent laisser une place à des stratégies d'emploi de l'arme nucléaire, en particulier au Pakistan, qui a développé un missile nucléaire de très courte portée. L'arsenal pakistanais est celui qui croît le plus vite au monde. Les deux pays ont actuellement environ 130 ogives, mais le Pakistan pourrait en avoir 250 d'ici 10 ans. À chaque fois, le Pakistan oppose sa possession de l'arme nucléaire au fait que l'Inde a une armée très puissante. Et ils disent, nous, on n'a pas les moyens d'investir dans une armée très puissante, très équipée, etc. Et donc, notre seule et unique protection, c'est l'arme nucléaire. Et enfin, la Corée du Nord, qui est donc bien aujourd'hui une puissance nucléaire. Elle possède sans doute moins de 10 ogives, mais ses usines continuent à tourner. Et pour le moment, il n'existe pas encore de plan concret de dénucléarisation de la péninsule, malgré les annonces faites lors du sommet entre les présidents Trump et Kim Jong-un en juin dernier. Voilà pour le tour d'horizon des puissances nucléaires. Après, il y a les risques de prolifération nucléaire. À court terme, la crise iranienne, que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises dans notre commission, mais en réalité, le risque de prolifération nucléaire n'est pas circonscrit à l'Iran, ni même au Moyen-Orient. Il est général et permanent, car il découle naturellement du maintien de la centralité des armes nucléaires chez les puissances dotées en l'absence de désarmement. Alors, quelles sont les perspectives pour 2018 ? Notre rapport montre que les puissances nucléaires doivent absolument travailler ensemble pour avancer concrètement sur des mesures de désarmement nucléaire progressives et vérifiables. En effet, pendant 50 ans, elles ont mis l'accent sur l'impératif de non-prolifération nucléaire qui a été au cœur des négociations multilatérales. Mais aujourd'hui, cette logique s'épuise. Souvenons-nous, il y a 50 ans, Michel l'a montré, 5 pays détenaient la bombe et ont signé le TNP. 4 pays ne l'ont pas eu et donc se sont dotés de l'arme nucléaire. Et moi, ça me faisait penser à... Vous savez, on a tous eu dans nos territoires et dans nos circonscriptions des entreprises qui ont supprimé des effectifs, etc. Donc, ils annonçaient moins 500. Puis, au bout du bout, c'était plus que moins 300. Et on disait victoire, puisqu'on a sauvé 200 emplois. Puis, il y en a d'autres qui disaient défaite, puisqu'il y a eu 300 emplois de supprimés. C'est un peu ça, le traité de non-prolifération. On a stoppé la prolifération, mais il y en a quand même eu qui ont eu la bombe, et donc on dit que c'est une victoire. Mais on peut dire aussi, on est passé de 5 à 9 à 10, ça peut être aussi pas une défaite, mais quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Les États non dotés de l'arme nucléaire commencent à se lasser de l'injustice du TNP, qui renvoie au déséquilibre de la gouvernance mondiale avec les blocages à répétition du Conseil de sécurité de l'ONU. L'adoption par 122 États de l'ONU d'un traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est aussi ce qui s'était passé au moment où, dans les arguments que l'on a développés au sein de la commission pour choisir cette mission, c'était de dire, et ben voilà, on est à un moment donné où il y a le conflit Corée-États-Unis, on est à un moment donné où c'est l'anniversaire, et puis c'était aussi le prix Nobel de la paix. Il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que le dernier prix Nobel de la paix, l'année dernière, a été attribué à ce mouvement associatif et civil pour l'interdiction des armes nucléaires. Et donc ce traité a été illustré par un moment de protestation de la communauté internationale face à l'inertie du TNP et à sa volonté de changer de paradigme en se centrant sur l'objectif total de désarmement nucléaire. En pratique, le traité d'interdiction des armes nucléaires exprime un idéal et, selon nous, par rapport à toutes les discussions qu'on a eues, ne donne pas vraiment les moyens d'y parvenir. J'oserais dire à ce jour. Peut-être que les choses vont évoluer rapidement. Il ne répond pas aux préoccupations de sécurité des États, qu'on doit pourtant impérativement prendre en compte pour progresser sur le désarmement. Pourtant, le TIAN est le fruit d'un mouvement de fond de la société civile qui aspire à la paix et à plus de justice dans les rapports internationaux. En tant que tel, il doit être pris au sérieux par les puissances nucléaires, et notamment par la France, qui doit s'efforcer d'apporter des réponses à ces attentes. À cette fin, notre rapport comporte 11 recommandations qui vous ont été distribuées. En substance, la France doit en permanence, avec volontarisme, s'efforcer de faciliter le dialogue. Dialogue entre les puissances nucléaires sur la question du désarmement.
Dialogue pour apaiser les tensions entre l'Inde et le Pakistan. L'ambassadeur du Pakistan qu'on a rencontré considère que la France peut jouer un rôle central dans les relations, dans l'amélioration des relations et le désarmement entre l'Inde et le Pakistan. Donc ça mérite quand on entend des messages de cette nature-là. Dialogue aussi sur les problématiques de sécurité sur la péninsule coréenne également. À ce sujet, il n'est pas de discussion possible sans relation, selon nous. Et notre rapport pose la question, et plus que jamais pose la question, du rétablissement des relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Je rappelle que notre pays est à cet égard dans une situation singulière en Europe. Par ailleurs, notre rapport estime que la France pourrait être plus volontariste sur certains pas concrets susceptibles d'initier une dynamique de désarmement. En particulier, nous pourrions faire davantage pour promouvoir l'entrée en vigueur du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, que nous avons ratifié à la différence de 6 autres puissances nucléaires. Nous pensons également que la France doit s'engager pleinement en faveur d'une interdiction de la production de matières fissiles pour les armes, qui pourrait aller jusqu'à la destruction, c'est notre apport, jusqu'à la destruction des stocks existants. Ce serait pour le coup une vraie mesure de désarmement. Un traité est à la signature, à la ratification quelque part, pour interdire la fabrication de matières fissiles. Sauf que c'est, une fois de plus, les puissances dotées qui ont un stock de matières fissiles qui disent aux autres on vous interdit d'en produire. Mais qu'est-ce que vous faites de votre stock? Est-ce que celui qui n'est pas dans les missiles, celui qui est à côté, potentiellement réutilisable pour augmenter le nombre de têtes nucléaires? Et donc on propose, on dit, voilà, on peut porter ce traité, mais parallèlement, et dans ce traité, on doit dire, on détruit le stock existant pour qu'on ne puisse plus avoir de réutilisation possible de ces stocks. Et enfin, nous pensons que la France pourrait faire preuve de davantage de pédagogie, de transparence au sujet de sa propre arme nucléaire, dans une optique d'exemplarité, alors que nous disons être une puissance nucléaire responsable. Pourquoi on dit ça? Parce que l'actualité, une fois de plus, le journal La Croix a fait un sondage récemment sur l'arme nucléaire française. Et quand on a parlé dans la loi de programmation militaire, on a parlé de l'augmentation des dépenses, mais sans relation avec le peuple français, et notamment sur la question de l'arme nucléaire. Et ce sondage montre 76% des Français qui se disent contre l'arme nucléaire, et 66% des Français qui sont prêts à avancer sur le traité d'interdiction de l'arme nucléaire. Donc il y a un sujet entre notre peuple et ce que produit, dans l'intérêt de la France d'ailleurs, la possession de l'arme nucléaire. Donc on pense qu'il y a débat, qu'il y a pédagogie, puisqu'on parle de pédagogie sur plein de sujets dans notre pays, on pense que ce sujet-là doit aussi faire partie d'un dialogue permanent avec le peuple français. Nous avons tous constaté combien nos informations étaient réduites sur le sujet de la dissuasion nucléaire lors de l'examen de la loi de programmation nucléaire. Vous l'avez vu, on a questionné, et il y a un petit peu secret défense derrière ces dépenses. Nous comprenons la nécessaire confidentialité qui entoure ces sujets, parce que ça fait partie de la dissuasion nucléaire, cette confidentialité. Mais nous pensons qu'il serait possible de mieux informer le Parlement, et peut-être le cas échéant, en créant une structure parlementaire ad hoc, un peu sur le modèle de la délégation parlementaire au renseignement, où il y a le secret défense, et il pourrait y avoir un certain nombre de députés qui soient dans une commission ad hoc sur les questions du nucléaire, où il y aurait le secret défense, mais au moins un lien avec le Parlement à travers cette commission. La France doit également mieux travailler sur les perceptions en réinvestissant l'espace francophone, qui est très largement hostile à la dissuasion nucléaire, mais aussi en atténuant ses critiques à l'encontre du traité d'interdiction des armes nucléaires et des pays qui l'ont ratifié. Il faut que là, on fasse attention. C'est assez facile, quand on possède l'arme nucléaire, de dire aux autres ce que vous dites, ce que vous faites, c'est pas bien, etc. Votre traité, il n'est pas bon, vous n'avez rien compris au sujet, etc., etc. Je pense qu'il faut que là, quand on a autant de pays qui s'apprêtent à signer un traité de cette nature, il faut que la France, et on l'a montré, qui est un petit pays doté, utilise justement cette situation peut-être de lien pour faire en sorte que les choses progressent. Voici en quelques mots la substance de notre travail, qui comporte peut-être plus d'interrogations que de réponses. Nous pensons en tout cas que notre commission doit tenir son rôle pour suivre et appuyer les négociations relatives en cours et bientôt à l'ONU au traité de non-prolifération nucléaire, dans la perspective de la prochaine conférence d'examen qui se tiendra en 2020. Avec Michel, on est disponible si vous pensez qu'il faut qu'il y ait 2 députés qui soient présents à l'ONU pendant toute la durée de l'examen
de ce traité de non-prolifération. Moi, je voudrais remercier et saluer tous les personnels français qui travaillent autour de ce sujet de l'arme nucléaire. Il s'agit des militaires, évidemment, Michel en a parlé. Il s'agit des concepteurs, des ingénieurs, et on en a vu un certain nombre, des dirigeants politiques, et des diplomates. On a remarqué, ça fait plaisir quand vous êtes français, que vous allez dans un pays, et que les autres pays vous expliquent que votre diplomatie est l'une des diplomaties les plus performantes sur ce sujet-là pour essayer de convaincre justement à la non-prolifération. C'est plutôt intéressant, ça veut dire qu'on a des diplomates de qualité et qu'on a à tous les niveaux des gens hyper responsables. Tous sont conscients de ce qu'ils ont entre les mains. Tous sont conscients de l'idée de ne jamais utiliser cette arme. C'est-à-dire que la doctrine française est vraiment une doctrine partagée par ceux qui sont au cœur, et y compris, parce qu'on a rencontré des ingénieurs, mères de famille, etc., qui disent, voilà, nous on sait que quelque part on a une arme de destruction massive, mais comme on la fabrique pour ne pas l'utiliser et pour protéger, voilà, il y a cette question qui est toujours posée au niveau de la France. Et puis je voudrais aussi dire que en tant que Français et citoyens du monde, Français, on mesure qu'on a un atout. On a un atout dans la diplomatie internationale pour être reconnu comme grande puissance, etc. L'arme atomique nous donne ce statut de grande puissance, en plus d'être membre permanent. Mais quelle injustice! En tant que citoyen du monde, je dis quelle injustice! Au nom de quoi certains auraient une superpuissance grâce à l'arme nucléaire et expliqueraient aux autres qu'ils ne peuvent pas l'avoir et leur interdiraient quelque part ce qu'ils pensent être une protection. Ça fait un monde déséquilibré et ça fait un monde instable, y compris cette situation qui se voulait être stable. Et donc c'est pour ça que la question civile qui est posée par les citoyens du monde de l'interdiction totale des armes nucléaires, comme l'interdiction totale des armes de destruction massive, puisque c'est l'ultime arme de destruction massive, puisque les autres, il y a des traités d'interdiction, etc., c'est juste que la question soit posée. Elle n'est peut-être pas posée avec les bons arguments et en tout cas le bon mécanisme juridique, mais c'est en tout cas juste qu'elle soit posée, il faut l'entendre, et donc c'est peut-être le travail qui doit venir dans le cadre de la rediscussion du traité de non-prolifération. Voilà, Madame la Présidente, ce que l'on dit.